Alors, donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc, voilà. Alors, je vais utiliser donc un outil pour développer une application. Donc, je suppose par exemple euh, je suppose que je veux créer une application qui permet de gérer c'est un catalogue, bon, un catalogue en fait, commerce, Yak. On est d'accord pour cet exemple-là? Parce que sinon, on peut choisir une application dans le domaine de la gestion des formations, modules, il y a des départements. C'est pas les problèmes qui manquent, hein. Mais pour moi, il faut voir un problème que vous allez traiter jusqu'au bout, hein. Il y a des choses qu'on ne va pas terminer ici, mais vous allez, à un moment donné, vous avez une lancée sur laquelle vous allez vous baser. Mais il me semble qu'une application de e-commerce basée sur partie backend Spring, partie frontend Angular avec JSON Web Token comme pour la sécurité, c'est très intéressant. C'est un très bon exemple. Embed à travers l'application mobile et faites une affaire. Un site de e-commerce. Hein, d'accord? Même si vous vendez au début juste des idées. C'est très important. Parce que l'avenir, c'est le commerce électronique. C'est pas l'avenir, c'est le présent. Mais l'avenir, en tout cas au Maroc, parce que c'est vrai que ça s'est développé ces dernières années, mais dans le futur, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Sincèrement, si vous voulez faire vraiment des affaires à ce niveau-là, moi personnellement, si je ne suis pas très occupé par les formations, je suis pas un peu, plutôt, je m'occupe beaucoup de la recherche et le développement, je suis quand même quelqu'un issu de l'université, ben c'est ce que j'allais faire. Mais donc, pour vous, quand vous travaillez dans ce domaine-là, même si vous êtes dans une entreprise, essayez de développer votre propre truc. C'est vrai qu'il y a des outils, des CMS qui permettent de générer des applications, mais si vous allez vers les CMS, vous générez des applications standards. Et quand vous êtes dans le standard, c'est difficile de faire de la concurrence. Mais vous, avec ça, vous créez des idées, hein. Avec vous l'associez entre web mobile, cherchez des idées, vous avez quelque chose que vous maîtrisez bien, et vous montez quelque chose qui peut-être qui ne se fait pas ailleurs, et après vous pouvez avoir un modèle d'application que non, on ne cherche pas dès le premier coup à en arriver là, mais ce qui nous intéresse, c'est juste comme support pour maîtriser la technologie. D'accord? Donc, pour développer cette application, donc, on peut passer toute la matinée à faire de la conception, à dire, voilà, des entités, produits, catégories, j'ai le panier, commande, client, etc., 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 etc. Non, on ne va pas faire ça. Donc, je vais plutôt adopter l'approche, on va dire, microservice, soi-disant, dans la conception. C'est que je vais m'intéresser partie par partie. Dans un premier temps, on va s'intéresser uniquement au catalogue de produits, dans lequel je vais dire que j'ai deux entités. Il y a l'entité produit et l'entité catégorie. Donc les produits sont classés par catégorie. Et après, donc j'ai une association entre produit et catégorie, donc une association de type one to many, many to one. Un produit peut appartenir à une seule catégorie. Une catégorie contient plusieurs produits. Ça, on est dans cette structure-là. Mais si vous voulez être dans une autre logique, vous pouvez bien sûr changer le modèle. Alors ici, donc, je suis là donc, à ce niveau-là. Donc je vais utiliser, vous utilisez votre IDE préféré. Alors vous travaillez avec quel IDE? Eclipse, IntelliJ. Alors si vous travaillez avec Eclipse, passez à IntelliJ. Donc ça c'est mon conseil que je vais vous donner. C'est pas pour rien, j'aime beaucoup Eclipse, c'est un IDE qui est très intéressant. Mais il se trouve qu'au niveau professionnel, si vous travaillez avec Eclipse, vous pouvez, bon, moi je travaille avec les deux de toute façon, mais quand je travaille, c'est-à-dire un projet professionnel, je trouve quand même que c'est plus pratique d'utiliser un IDE comme IntelliJ. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec Eclipse, vous allez vous retrouver la partie backend avec Eclipse, mais la partie front-end, il vous faut un autre IDE. Parce qu'avec Eclipse, si vous cherchez un plugin de Angular, vous cherchez tout ça, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose assez consistant. Mais si vous travaillez avec IntelliJ, donc vous êtes vraiment assez tranquille. Pourquoi? Parce que côté Java, vous avez vraiment un IDE qui est très performant, qui est très bien. Côté front-end, IntelliJ. Côté mobile, IntelliJ. Côté, je ne sais même pas, Android, IntelliJ. Vous pouvez rester tout dans IntelliJ. Rien que ça, ça mérite de travailler avec.
Et en même temps, vous êtes un peu le... Mais pour faire l'application comme ça, comme je dis, chacun utilise son IDE préféré, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Donc, je vais utiliser, donc, j'ai besoin de la connexion. Je vais d'abord commencer par créer le projet. Donc, je vais connecter mon système. Alors, donc, bon, en fait, avec IntelliJ, donc, vous avez deux versions. Il y a la version, on va dire, comment il s'appelle déjà, Community, et la version Ultimate. Ben, Ultimate, c'est une version qui demande une licence, mais en principe, si vous êtes dans le domaine académique, en tout cas, vous demandez une licence, vous pouvez l'avoir. Donc il n'y a pas de problème au niveau c'est-à-dire de la licence. Alors, new projet. Alors je vais créer un projet, donc d'abord bon, Spring Initializer, donc ça c'est pour Eclipse, c'est Spring Startup Project. Donc généralement si vous n'avez pas Spring Initializer, c'est-à-dire un outil, donc il y a un autre moyen de créer un projet Spring, je vous le rappelle, c'est quoi? Voilà, Spring. L'autre façon, c'est d'aller vers start.spring.io. Alors, si vous utilisez un autre IDE dans lequel vous n'avez pas Spring Tools, etc., donc c'est la même chose ici. Bah, on crée le projet, on génère le projet, et après, par la suite, un fichier .zip, vous allez l'extraire et vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel IDE. Alors ici, donc, ça c'est une autre solution. Alors ici, donc, je vais utiliser donc, un projet Spring Startup. Next. Bon, j'utilise Java 8. La version actuelle de Java, c'est Java 11, donc essayez toujours d'éviter ces dernières versions-là. Dans Java, il y a quand même, Oracle est en train de faire un peu de ménage, parce qu'il a introduit la notion de module, il a introduit un tas de choses. Donc depuis la version 9, 10, 11, c'est pas trop, il y a des choses qui ne sont pas encore stables. Et du coup, donc, mais par contre, ce qui est sûr, c'est Java 8, c'est que vous êtes vraiment dans le... tout à l'heure, j'ai parlé dans Java 8, 5, on a introduit deux choses importantes, les annotations et la généricité. Au Java 8, on a introduit des choses ultra importantes. Java 8, d'abord. Java 8, il y a si vous voulez, un palier dans Java. Donc, premièrement, c'est les expressions lambda. Ça, c'est important. Il faut les utiliser. Les expressions lambda, en principe, pour faire la programmation fonctionnelle. Parce que vous savez que ces dernières années, ce qui a un peu marqué la chose, c'est le big data, n'est-ce pas? Dans l'écosystème du big data, on a souvent besoin pour faire la programmation réactive. Et la programmation réactive, vous la faites déjà avec Angular. Parce que si vous travaillez avec Angular, tout ce que vous faites, c'est réactif. Alors, ça, je vais en parler. Et du coup, donc, on a besoin de quelque chose qui manquait à Java, c'était ça. C'était comment utiliser les expressions lambda. Ça existait dans pratiquement beaucoup de langages, dans C#, etc. Mais ça a été introduit dans Java 8. Ça, c'est la première. Donc, dans 8, il y a les expressions lambda et les streams. Les streams, généralement. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'assez important. Il y a d'autres choses qui ont été ajoutées, mais en tout cas, donc, on va garder ça. Alors, ici, donc, je vais utiliser le groupe ID. Donc, je vais utiliser donc, un groupe ID quelconque. Donc, on va utiliser donc, l'entité ma. org.sid. Bon, j'utilise toujours comme ça org.sid. Bon, ça a été au départ, donc c'est toujours garder le même groupe ID comme ça. Alors, Artifact ID, donc, pour moi, donc l'application c'est e-commerce. Je vais l'appeler soft ou bien light ecom. C'est le nom de l'application, light e-commerce, light e-com. V1. Bon, je l'appelle juste V1, mais vous n'êtes pas censé l'appeler V1. Alors ici, donc ça c'est le Artifact ID, donc le langage Java. Donc c'est un Java pour créer des applications. Donc je vous rappelle, donc on utilise, donc vous avez soit Jar, soit WAR. Alors généralement, si vous êtes dans l'approche microservice, généralement c'est des Jar.
Si vous voulez créer une application monolithique, vous pouvez utiliser soit jar, soit var. Mais de préférence, d'utiliser les jars. Ok. Jar, c'est plutôt var, c'est le passé. Et jar, c'est le présent et le futur. Alors maintenant, si vous avez un serveur d'application, votre hébergeur, où est-ce que vous allez héberger l'application? Si votre hébergeur, il vous donne déjà un serveur Tomcat qui est déjà prêt pour héberger vos applications, qu'est-ce que vous allez choisir? À la fin, c'est un WAR. Parce qu'à la fin, vous allez générer une application WAR. Ce WAR-là, vous allez le déployer dans un serveur qui est déjà démarré. D'accord? Mais si votre hébergeur, vous avez un serveur dédié dans lequel vous pouvez démarrer ce que vous voulez. Vous utilisez des jars. Avec jar, ça veut dire quoi? Si votre application qui va démarrer Tomcat, vous démarrez votre application et votre application démarre votre propre version de Tomcat. Avec War, c'est Tomcat qui va démarrer l'application. C'est un peu la différence, mais c'est la même chose. Vous voyez? Alors ici donc je vais utiliser donc c'est bon. Je garde le même package, etc. Les packages par défaut. Next. Alors pour les dépendances. Donc forcément, du moment que je vais utiliser une base de données SQL, donc je vais utiliser donc relationnel, je vais utiliser GPA. Alors quelle base de données qu'on va utiliser? Donc vous pouvez utiliser MySQL, etc., 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 etc. Mais après, si vous voulez commencer à développer, vous n'êtes pas censé, donc vous pouvez utiliser une base de données H2, une base de données mémoire. Vous travaillez, vous faites vos tests, etc. Mais à la fin, une fois qu'on termine, on va basculer vers MySQL. Donc ça, c'est juste au niveau développement, c'est assez pratique. Quoi d'autre? Alors, pour la partie web, donc on a besoin de web, on aura besoin de REST Repositories parce qu'on va utiliser Spring Data REST pour faciliter la génération des API REST, donc on va l'utiliser. C'est très important de l'exploiter pour voir ça va vous économiser beaucoup de temps. Alors d'encore, on a besoin de Lombok. Alors Lombok, vous savez ce que c'est pour tout ce qui est les getters, etc. Donc on n'a pas besoin d'écrire le code. DevTools, si vous voulez qu'il redémarre à chaque fois, donc je ne vais pas l'utiliser ici pour le moment. C'est tout. Alors Spring Security, on ne va pas l'utiliser pour le moment, on va laisser la sécurité jusqu'à la fin. Donc je développe l'application et après quand on aurait terminé, on va dire on va sécuriser. Parce que d'ailleurs la sécurité c'est un aspect technique. Comme c'est un aspect technique, vous pouvez le traiter d'une manière séparée. Mais tout ça, on va en parler après. Donc j'ai Lombok, j'ai Web, etc. Alors pour le moment, on va commencer avec ça. S'il nous faut d'autres dépendances, on va les ajouter par la suite. Okay? Next, finish. Alors ça, c'est création du projet. Alors je vais utiliser une nouvelle fenêtre. Bien. Alors, donc une fois qu'on crée le projet, donc on va commencer d'abord la structure d'un projet. Donc, je suppose que vous la connaissez. Donc, je vais commencer d'abord par créer les entités, les objets métiers. Alors, ça, c'est les premiers objets que vous allez créer. Alors, je vais créer d'abord, on va dire, un package que je vais appeler Entities. Alors, les packages, donc on les crée à l'intérieur du package de base. Alors, je ne suis pas ici, donc bon, je vais dans package Entities, donc je vais créer mes classes. Alors, quelle classe que je vais créer? Donc, j'ai deux entités, Product, produit, et l'entité catégorie. Alors le package est mal choisi, c'est pas bien, n'est-ce pas? Normalement, il faut que ça soit, oui, donc il faut que ça soit dans le package de base, org.sid, etc., etc. C'est-à-dire en principe, vous prenez ce package-là, .entities, n'est-ce pas? .entities. Alors si vous faites ça, donc il va falloir déplacer. Il faut déplacer vers ce package-là et donc il va créer le package
Alors ça c'est mon package, donc product et catégorie devrait être en principe ici. Bon, celui-là, donc je vais le supprimer. Delete. Alors maintenant pour les entités GPA, donc ici j'ai, bon, je commence par catégorie. Alors une catégorie définie par, alors généralement les entités, ça c'est une bonne habitude, c'est des classes sérialisables. Serializable. Alors les attributs, donc j'ai besoin d'un ID de type langue, j'ai besoin du nom de la catégorie, name, j'ai besoin d'une description de la catégorie également qui est de type string. Description. Et après, une catégorie contient plusieurs produits. On va utiliser une association de type one-to-many, minute-one, bidirectionnel. Donc j'ai ici une collection de product. Ici, products. Ok. Alors ici, donc, je vais... ça, c'est mes attributs. Alors maintenant, pour que ce soit une entité GPA, donc ça, vous le savez, maintenant, ça, c'est GPA. Donc j'utilise donc entity. J'ai besoin d'utiliser donc les annotations Lombok pour tout ce qui est les getters et setters. Pour générer les getters et setters, c'est la notation data. J'ai besoin d'un constructeur sans paramètres, non un constructeur. J'ai besoin d'un constructeur avec tous les paramètres. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter une méthode toString. Alors pour toujours GPA, donc l'identifiant, ID c'est l'identifiant, generated value parce que j'ai besoin de générer automatiquement la valeur, generated value. Je vais utiliser stratégie c'est identité, plus 1. Et après, toujours avec, je dis juste ça pour ne pas mélanger. Donc ça c'est GPA, les annotations que vous voyez là, GPA. Ici donc c'est une association one-to-many. Alors quand vous utilisez one-to-many, alors en principe, vous utilisez mapped_by, c'est une association bidirectionnelle. Mapped_by, alors dans la classe catégorie, dans la classe produit, je vais déclarer un attribut qui s'appelle catégorie. Catégorie comme ça. Alors c'est comme ça qu'on mappe une association one-to-many, donc j'imagine que vous savez ce que c'est. Alors sans oublier bien sûr mes annotations, ça c'est pour Lombok, pour les getters et setters, donc voilà j'ai créé l'entité. Alors je fais la même chose pour le produit. Alors l'entité produit c'est la plus importante pour nous. Donc un produit serializable. Alors j'ai besoin des attributs suivants. Donc un produit défini par son ID. Donc ID. Un produit est défini par son nom, le nom du produit, le titre, etc. Un produit est défini par sa description, une description. Description. Un produit, à un moment donné, il a un prix. Double. Alors si vous voulez, donc, comme le prix change dans une application de e-commerce, normalement, c'est un produit peut avoir plusieurs prix. Chaque prix, c'est une. Donc ça veut dire à un moment donné, on va ajouter encore l'évolution des prix dans des dates, etc. Mais pour le moment, dans cette entité-là, je vais garder que le prix actuel. Donc je vais l'appeler current price. Donc ça, c'est le prix actuel. J'ai besoin à un moment donné de savoir est-ce que ce produit-là, il est en promotion. Donc c'est un booléen. Parce qu'en principe, dans un moment donné, dans notre application, on a besoin d'afficher, l'utilisateur a besoin d'afficher les produits en promotion. Donc ici, donc, je vais mettre promotion. J'ai besoin, à un moment donné, dans la page d'accueil, d'afficher que les produits sélectionnés par l'administrateur, par le webmaster. Donc ça veut dire, j'ai besoin d'un attribut toujours booléen, selected. Et j'ai besoin d'un attribut qui indique ce qu'il est disponible en stock, etc. Donc c'est important. Donc c'est un booléen. Je vais l'appeler available. Available. C'est comme ça, available. Alors,
etc. Donc en principe, on peut les attributs pour le produit, c'est là où vous allez avoir beaucoup d'attributs parce que c'est là où vous allez apporter. Par exemple, vous pouvez ajouter, je ne sais pas, la photo du produit, c'est important. Donc ici, donc, je vais gérer les photos. Donc, alors pour la photo, donc en principe, je vais vous, dans cet exemple-là, on va travailler les deux cas parce que soit qu'on stocke la photo dans la base de données en format base 64 URL, c'est-à-dire en format string, ou bien on stocke uniquement le nom de la base de données, c'est-à-dire et après les fichiers sont stockés eux-mêmes dans un dossier quelque part. Ok. Alors pour les produits, je vais choisir plutôt les produits, on va les stocker dans un dossier quelque part pour ne pas alourdir la base de données parce qu'il y a beaucoup de produits, n'est-ce pas? Ici dans la base de données, on va stocker que le chemin, le nom de la photo si vous voulez. Donc ici, donc photo. Photo name. Alors pour ne pas avoir de confusion. Et après, un produit appartient à une catégorie. Alors catégorie. Alors, on va essayer donc de définir les entités GPA, donc entity. Donc la même chose pour tout d'abord pour le GPA, donc j'ai besoin de la notation ID, generated value, toujours assez pratique, stratégie generated value, donc stratégie c'est identité, et après j'ai ici many to one, many to one. Voilà, après Lombok, donc data, no are constructor, all are constructor et une méthode toString. Okay. Alors ça c'est le current price. Quelque chose qui m'a décrit? Les joint column. Alors si vous ne mettez pas joint column, par défaut il va prendre le même nom que l'attribut. Voilà. En fait, il prend catégorie ID. Donc, c'est toujours la stratégie par défaut de GPA. Donc, l'Assembly Framework que vous utilisez par défaut. Et c'est Hibernate, il utilise, c'est-à-dire une règle de nommage par défaut de ces attributs. On peut la regarder tout à l'heure au niveau de la base de données. Ici, on n'a pas touché Hibernate. Alors, justement, jusqu'à présent, parce que quand on travaille avec, en principe, si je reviens dans la base, ça c'est aussi une bonne question. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans J2E, il y a des spécifications. Alors GPA c'est une spécification. C'est une spec. Alors GPA c'est une spécification, d'accord? Alors c'est une spécification. C'est-à-dire, en quelque sorte, alors là, je crois que j'ai mal choisi l'outil avec lequel je peux dessiner. Alors, donc, GPA, c'est une spécification, c'est-à-dire votre application, l'application que vous écrivez, elle utilise GPA. Ok? Alors, ici, donc, vous avez un couplage faible. Donc, quand je suis dans l'application, tout le code que j'écris, c'est des codes qui sont fournis par GPA. GPA, c'est une spec. Une spec, c'est une API. Dans le GPA, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que des annotations, des interfaces et des classes abstraites. Mais bien sûr, pour utiliser GPA, il vous faut une implémentation de GPA. Et quelle est l'implémentation qu'on va utiliser? C'est Hibernate. Alors ici, Hibernate, c'est une implémentation de GPA. Alors ici, donc forcément, Hibernate, c'est une implémentation de GPA. Ok? Donc ça veut dire que le code que je suis en train d'écrire dans l'application, je ne sais pas est-ce que je vais utiliser Hibernate, je ne suis même pas censé savoir. Oh, j'utilise Hibernate ou là, Toplink, peu importe. La notion de spécification. Alors quand vous utilisez donc votre application, vous êtes lié à des API. C'est toujours la notion du couplage faible. Tout le code que vous écrivez, il est lié à une API.
Mais après, au moment de l'exécution, c'est en fonction de la configuration, je vais spécifier est-ce que je vais utiliser Hibernate. Alors si vous mettez rien, d'ailleurs Hibernate, vous n'allez le voir nulle part, vous allez juste le voir dans le fichier application.properties pour voir les propriétés de Hibernate. Mais Spring par défaut, il utilise Hibernate. C'est bon? Alors c'est la même chose pour tout le reste. Quand on va utiliser, pareil, quand on va créer le web service, on va utiliser la spécification JAX RS. JAX RS, c'est une spécification. C'est une spécification J2E, n'est-ce pas? Alors, la même chose. L'application, elle est liée à la spécification JAX RS, mais JAX RS, c'est une spec. Pour utiliser les web services RESTful, il y a des implémentations. Parmi les implémentations de JAX RS, il y a Jersey, par exemple. Alors, Jersey, c'est une implémentation de JAX RS. OK? Il n'y a pas que Jersey, il y a d'autres implémentations. Alors, JAX WS, c'est une spécification. GMS, c'est une API. Tout ce que vous utilisez, le code que vous écrivez, il est lié à des API. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, ici, quand vous écrivez du code, vous dites j'utilise GPA. Vous connaissez que GPA, mais quelle implémentation de GPA? C'est dans la configuration qu'on peut choisir ça. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, on va essayer donc en principe pour gérer les entités, donc on aura besoin de créer, on va utiliser Spring Data. Alors logiquement, si vous voulez pas utiliser Spring Data, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ça mérite quand même ici une explication. Si vous n'utilisez pas Spring Data, il vous faut créer une interface IProduit.dao dans laquelle vous déclarez des méthodes. Save, find, find one, find all, etc. Toutes les méthodes. OK? Et après, par la suite, vous créez une classe qui implémente cette interface. Dans cette implémentation, vous faites appel à Entity Manager de GPA. C'est une interface. Et après, vous appelez des méthodes pour enregistrer. Vous appelez entitymanager.persist, entitymanager.find, entitymanager.create query pour écrire des requêtes HQL, etc., etc. Mais quand vous aurez terminé ça, le même travail, vous allez le faire pour catégorie. Pour catégorie, vous créez encore une autre interface, iCategory.dao, vous déclarez les méthodes, vous créez encore une classe qui implémente cette interface et vous faites le même travail. Mais si vous le faites pour produit et vous voulez le faire pour catégorie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire des copier-coller. Vous remplacez produit par catégorie. Mais si vous avez un peu d'expérience, vous dites, mais pourquoi ne pas créer une interface générique? Alors, vous allez commencer à penser à créer une interface générique. C'est quoi une interface générique? C'est une interface, au lieu de mettre produit, vous mettez un type T, E, ou là, je ne sais pas quoi. Donc, si vous créez une interface générique et vous créez une implémentation générique, ça veut dire que c'est une interface et une implémentation que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle entité GPA. Alors ça, vous n'avez pas besoin de le faire parce que Spring l'a déjà fait. C'est Spring Data. Donc Spring Data a déjà créé une interface générique qui permet de gérer les entités GPA. Et il a déjà créé une implémentation générique. Alors pour pouvoir utiliser donc, tout ça, tout simplement, il suffit donc de créer une interface. Je vais créer une interface que je vais appeler Product Repository. C'est quoi ça? C'est une recherche create product. Oui. Pour ça, c'est une interface. Donc, product repository. Alors, je vais changer de package, je vais le mettre dans le package DAO. Alors, comme ça, je sépare en quelque sorte les rôles. Alors, c'est pareil, donc avec IntelliJ, donc vous pouvez toujours déplacer les trucs là. Alors, interface. Alors, ici, il suffit d'hériter d'une interface générique qui est fournie par Spring Data, extend. Donc, extend. Il faut que j'enlève là. Parce que là, je me dis qu'il y a quelque chose qui me dérange.
Bon, extend, donc il y a GPA repository. Alors GPA repository, c'est une interface générique. Donc on a besoin de spécifier donc deux types. Le premier d'abord c'est l'entité que je veux gérer, c'est quoi? C'est product, hein? Et le type de l'ID. L'ID, il est de type. Le problème est réglé ici. Et après, la même chose que je vais faire pour les catégories. CTRL-C, CTRL-V. Alors, catégorie repository. Catégorie repository. Alors ici, donc, je vais changer. Donc, ça, c'est l'entité catégorie. Et le ID, le de type langue. Alors, je viens, en quelque sorte, de créer mes entités GPA. Je vais faire un test. Alors, pour faire le test le plus simple, c'est dans votre application. Ça, c'est notre application Spring Boot, en fait, qu'on va démarrer par la suite. Alors ici, donc, on va juste implémenter une interface command line runner, ce qui va nous obliger de redéfinir la méthode run. Ici, donc, j'ai besoin de tester mes interfaces. Alors, quelles sont mes interfaces? Donc, ici, il y a product repository. Et quoi d'autre? Et catégorie repository. Catégorie repository. Catégorie repository. Alors, bien sûr, pour faire l'injection des dépendances, bon, la magie de Spring, il est derrière AutoWired. C'est-à-dire, je lui demande, injecte-moi une implémentation de cette interface. Je n'ai même pas créé cette implémentation. Lui, il va injecter Spring Data, l'implémentation générique qui est fournie par Spring Data. Alors ici, donc, je vais ajouter trois catégories. Donc, ordinateur, imprimante, smartphone. Trois catégories de produits. Alors pour cela, donc, je vais utiliser donc, catégorie repository.save, new category. Alors, comme j'ai un constructeur avec tous les paramètres, le ID, c'est nul, je ne le connais pas. Le nom de la catégorie, donc, c'est ordinateur. Et la description, je ne la connais pas, bon, peu importe. Et après, parce que tous les paramètres, la liste des produits, je ne la connais pas. C'est-à-dire, je crée une catégorie. Tout ce que je connais pour le moment, c'est le nom de la catégorie, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est les 4 paramètres du constructeur. Mais sinon, vous pouvez créer un constructeur avec des paramètres spécifiques. Ça, c'est l'Embok, en fait, qui nous impose ce constructeur-là, avec all-arc constructor. Alors ici, donc, j'ai besoin ordinateur, imprimante. Alors, restons en anglais, donc computers, printers. On finira toujours en français, hein, parce que là, c'est une mauvaise habitude. Alors, ici, donc, smartphone. Alors ça, c'est les catégories. Après, j'ai besoin donc d'ajouter 3 produits pour chaque catégorie. Donc ce que je vais faire, c'est catégorie repository.findAll.forEach. Pour chaque catégorie C, je vais ajouter des produits. Alors pour les produits, donc je vais créer un product, un produit P. P égale new produit. Avec un constructeur sans paramètres. Et je vais définir les données. Alors set name. Alors ici, donc, pour le moment, je vais choisir des noms aléatoires. Des noms aléatoires, donc je vais utiliser donc, random string random, random string, je ne sais pas. Là, random string, voilà. Bon, il y a par défaut, il y a Spring qui vous donne un tas de packages par défaut. Random string.make. Et la longueur de la chaîne de caractères, je suppose que le titre d'un produit donc, ne doit pas dépasser, bon, on va dire 18 caractères. Alors, P.setPrice. Set current price, le prix, aléatoire. Alors ici, donc, je vais créer randomize, un random RND, égale new random. Et le prix, donc je vais utiliser, donc c'est rnd. Next
Allez, je peux utiliser nextInt, nextInt par exemple de 10 000. Entre 0 et, entre 10, c'est beaucoup, mais on va dire minimum 100 plus maximum. Donc globalement, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Okay. Alors P.set, set available, aléatoire. C'est RND. Point next double, next boolean. Ça peut être true, ça peut être false. P.set promo. RND.next boolean. P.set, quoi d'autre? Available. RND.next boolean. On l'a déjà fait. Donc il reste la catégorie. Cette catégorie, le précis déjà fait, cette catégorie, C. Après on va enregistrer. Donc product repository.save C. Vous voyez donc au bout de, c'est pas C, c'est P. Produit P. Alors au bout de 5 minutes, vous avez fait quelque chose, vous démarrez l'application, on va la démarrer. Et après, mais pour créer le web service, l'API REST, je vais utiliser Spring Data REST. Et pour utiliser Spring Data REST, le plus simple, c'est d'utiliser repository REST resource. De la notation repository REST resource, c'est la même chose. La magie de Spring. Il a déjà créé un web service générique, RESTful, pour n'importe quelle entité GPL. Donc il a créé un web service générique. Donc si vous voulez utiliser avec le web service générique, donc vous utilisez Spring Data REST. C'est un peu ça. Ben, je fais la même chose pour... et je vous conseille quand vous travaillez avec Spring et si vous travaillez en principe, d'utiliser Spring Data REST parce qu'une bonne partie des API REST que vous créez, c'est déjà résolu. Une bonne partie. Mais vous n'avez pas tout. À un moment donné, vous allez ajouter d'autres web services vous-même, d'autres API REST que vous pouvez ajouter. Alors, l'objectif de ce travail-là, c'est de vous montrer comment utiliser au maximum Spring Data REST. Parce que rappelez-vous bien, l'inversion de contrôle, l'objectif c'est quoi? Permettre aux développeurs de se concentrer sur l'essentiel du métier. Et après le framework, tout ce qui est technique, il vaudrait mieux avec l'inversion de contrôle, parce qu'avec ça, c'est que vous êtes en train de demander à Spring d'injecter en quelque sorte à un moment donné donc des implémentations génériques. Alors, je fais ça, alors je démarre l'application. Ouais. Alors, pour le fichier application.properties, pour le moment, je n'ai pas besoin de le configurer parce que j'ai utilisé H2. Alors, quand j'ai coché quelle base de données que j'ai utilisée ici, j'ai pas utilisé MySQL, j'ai utilisé. Alors, par défaut, vous avez un data source, une base de données en mémoire, test. Donc, vous faites vos applications. Vous passez à autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, parfois, je démarre MySQL. Le port, le port il est utilisé, etc. Bon, en fin de compte, l'essentiel, c'est une fois que vous développez vos TC, quand vous aurez vraiment le temps, vous basculez vers ce que vous voulez, vers Oracle ou vers. Pas de problème. Donc, si vous voulez, au bout de 5 minutes, vous êtes déjà. On est déjà dans Angular. On est déjà dans front-end. C'est pas génial? C'est génial. Alors ici, donc je vais démarrer l'application. Alors l'application il démarre. Alors en principe, si vous avez bien respecté en quelque sorte les packages, vous avez en quelque sorte, il n'y a pas d'erreur d'annotation, etc. Donc en principe, ça devrait générer l'application. Alors ce que je peux faire également, c'est après d'afficher les données, mais je ne vais rien afficher. Je démarre, je vais vers le navigateur et je commence directement à consulter mon API RESTful. Alors, on va regarder d'abord quand même la console parce qu'il ne faut pas fermer les yeux comme ça. Alors, il se peut que j'ai déjà démarré. Oui, j'ai plein de trucs. Bon, oui.
En fait, j'ai déjà démarré des applications que je dois arrêter. Parce que sinon, il va me dire déjà le port il est occupé. Alors par défaut, le port utilisé c'est 80. 80. Alors ici, donc je vais ici, donc ça c'est la partie Angular. Je vais l'arrêter. Bon, tout ça. Alors je suis dans mon application ici. Ok. Je vais l'arrêter elle-même. Encore. Et je la redémarre. Bon, alors ici donc je démarre, ben, je vais directement ici localhost 8080 slash. Alors maintenant Spring Data REST il respecte les normes. Alors product, donc je vais utiliser les catégories par exemple, catégories. Là c'est en anglais, le pluriel, il y a le catégorie. Sinon, si vous voulez l'appeler autrement, vous dites que Spring Data, plutôt REST Repository Resource, vous pouvez spécifier le nom de la ressource. Alors ça, c'est juste... Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, je vois ici la liste des catégories. Alors ici, en fait, Spring Data REST, il utilise un format JSON un peu particulier. Donc, ça, c'est le format Atheos. Donc, c'est un format JSON qui est spécifique. C'est un type de format hypermédia qui est fait pour échanger des données structurées entre les applications. Alors, bref, chaque résultat, c'est un objet JSON qui contient un élément qui s'appelle embedded, dans lequel vous pouvez trouver la ressource que vous consultez. Par exemple, ici, donc j'ai la liste des catégories, et après, comme c'est une liste, c'est un tableau, je vois chaque catégorie, elle est décrite comme ça. Je vois name, le nom de la catégorie, je vois la description, les nuls. Mais en même temps, vous voyez, ça c'est important, c'est les liens entre les ressources. Alors quand vous êtes dans l'approche microservice, ça c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la catégorie soit dans un microservice, les produits c'est un autre microservice. Donc quand je consulte la catégorie, ici donc il me donne déjà le lien qui me permet de consulter les produits de cette catégorie. Alors du moment que c'est le même microservice, vous voyez donc pour consulter la liste des produits de cette catégorie, c'est ça. Chez HTTP localhost catégorie /1, c'est le ID, /products. Je clique dessus, donc je vois bien, c'est les produits de la catégorie 1. Je veux une catégorie 1/1. Ok. Je veux les produits de cette catégorie, c'est /product. Alors je vois ici donc les produits, je vois bien donc les noms c'est aléatoire. Ici, donc, c'est true, false, c'est de l'aléatoire. C'est bien, parce que nous, on a besoin de faire un test de cette manière-là. Donc, au lieu d'insérer 3 produits, vous pouvez insérer plusieurs, etc. C'est clair? Alors, ici, donc, vous pouvez tester, ajouter les produits. Tout ça, c'est déjà fait. Donc, on va directement, je préfère aller directement vers la partie Angular. On commence déjà à construire la première partie de l'application. Donc, avant même Trésor, on sort avec quelque chose. Mais avant ça, j'ai besoin dans mon interface, j'ai besoin par exemple, dans la page d'accueil, d'afficher les produits sélectionnés. Alors, les produits sélectionnés, c'est-à-dire dans selected égale true. Alors, j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner ça. Alors, je vais l'ajouter. Donc, avec Spring Data REST, ben, c'est pas compliqué, aller vers product repository. Je vais ajouter une méthode que je vais appeler public list qui permet de retourner des produits. La méthode, je vais l'appeler find by. Alors dans Spring Data, find ça veut dire select. By ça veut dire where. Where quoi? L'attribut selected. Regardez. Chez Eclipse, il ne va pas vous donner ça. Ça, c'est IntelliJ. Donc, IntelliJ, c'est encore plus intelligent comme IDE parce qu'il est vraiment dans le... C'est de la folie. C'est-à-dire, il vous indique déjà les attributs de l'attribut et après, il vous propose même des choses. Je mets ici, S0. Si vous voulez encore faire AND, vous faites AND, etc. AND available, etc., etc.
J'ai déjà réglé le problème. Donc ça, c'est Spring Data. Alors, je vais tester cette méthode, mais pour la tester, j'ai besoin de lui donner quand même un nom de la ressource. Et c'est avec la notation REST ressource path égale slash. Alors, pour moi, je vais l'appeler slash selected products. Ça va? Alors, je vais arrêter. Je redémarre. Alors ça, j'ai pas utilisé donc DevTools. Avec DevTools, en principe, il fait les trucs. Mais juste Dev1. Non. C'est donc dans IntelliJ, donc vous avez d'autres plugins qui permettent de. Il y a plein de plugins que vous pouvez utiliser. Mais dans un premier temps, j'utilise pas DevTools parce que moi personnellement, à chaque fois je fais ça, j'enregistre. CTRL S, si vous avez ce tic-là, à chaque fois vous faites des petites choses, vous enregistrez. À chaque fois, il redémarre, mais finalement, vous vous retrouvez en train de. Alors, je vais tester. Normalement, ici, donc, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire product. Product. Si vous mettez déjà product, vous avez tous les produits. On est d'accord? Slash search. Alors search, parce que c'est Spring Data. Donc quand vous dites search, automatiquement vous appelez des méthodes find by que vous avez dans. Et après, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Selected product. Selected product. Hein? Alors on va vérifier. Est-ce qu'il n'y a aucun produit? Parce que c'est possible. Alors ici donc selected false. Selected false, on n'a pas de chance. Mais attendez, mais déjà, c'est pas normal, parce que normalement, product, je devrais avoir combien de produits? Il y a combien de catégories? Pour chaque catégorie, un produit. Ah, il y a un produit, donc c'est pas bien. Alors, moi, donc, c'est pas ce que je voulais faire, en fait, dans mon cas. Ce que je voulais faire dans l'application, c'est que pour chaque produit, je vais mettre une dizaine de produits. Donc, je fais une boucle au niveau de l'application. C'est-à-dire ici, ce que j'ai eu, je fais for i, hop, je vais mettre 10. CTRL X, CTRL V. Alors, parce que c'est une base de données mémoire, encore, à chaque fois que vous redémarrez, les données sont détruites. Alors ici, donc, j'ai tous les produits, en principe. Ah, il y a beaucoup de produits cette fois-ci, n'est-ce pas? Et après, je vais sélectionner Search Selected Products. Il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que Selected False. False. Ben alors, c'est pas mal. Alors, ah, j'ai pas fait selected. C'est pour cela. Par défaut, c'est pas possible quand même que ce soit set selected. N'est-ce pas? Je l'ai pas fait. Set selected et je lui dis rnb.next boolean parce que je l'ai pas fait. Donc par défaut, il reste toujours false. Bon, ça c'est une application. Alors si vous dites que vous avez passé j'ai passé 10 minutes pour développer la partie vacante de la Postmuto, il ne va pas vous croire. Bon, ça c'est en 10 minutes. Si vous êtes dans l'approche microservice, des petites applications comme ça, c'est qu'en 10 minutes, 15 minutes, vous avez fini la partie backend. Alors je vais dire, vous l'avez fini presque. Mais après, quand vous allez passer à la partie front-end, vous allez découvrir parfois des fonctionnalités que vous n'avez pas prévues. Alors donc je vais choisir donc Selected Product. Alors vous voyez ici, voilà, j'ai quelques produits sélectionnés. Vous avez que les produits dans Selected égal à tout. Alors après, dans notre application, on a besoin de chercher les produits à mots-clés. Donc vous aurez besoin d'ajouter une méthode, toujours dans les produits, produits repository. Je fais copier-coller, CTRL C. Je fais ça.
Et là, faites la méthode selected. Je vais l'appeler product by keyword. Alors ici donc c'est find by. Quoi? Name. Contents. Vous l'avez pas pour containing, contents, ça marche. Name, not contents, c'est fou. Contents. Contents quoi? String MC. What's contain? C'est pas not, contents. Hein? Alors, find by name contents, c'est-à-dire je vais chercher tous les produits dont la désignation contient. Ok? Contient un mot-clé. Alors, si vous voyez que ça c'est compliqué de trouver la bonne méthode, parce que ça c'est Spring Data. Donc, si vous regardez la documentation de Spring Data, vous allez trouver les combinaisons find by. C'est vraiment. Alors, sinon, vous faites chercher, comme ça. Si vous l'appelez chercher, dans ce cas-là, il faut ajouter la notation ici, query. Alors, quand vous mettez query, dans ce cas-là, il faut utiliser donc HQL, select P from la classe produit P, where P.name, like, le paramètre de .x. Et après, oui, product, exact. Product. Ok. Ici, donc, il faut mettre la notation param de Spring Data. Comment il s'appelle le paramètre? X. C'est-à-dire le paramètre X, il correspond à MC. Alors là, quand vous voyez que find by ne résout pas le problème, vous avez l'autre solution. Vous pouvez faire tout avec ça, sincèrement. Mais déjà, maîtrisez d'abord find by. Quand vous faites des recherches, find by, vous pouvez faire pratiquement les choses. Parfois, vous développez. Il y a parfois, vous savez, quand vous découvrez qu'il vous faut une fonctionnalité, le fait d'aller développer et créer beaucoup de code côté backend pour, vous voyez, parfois ça vous fait de la peine. Je vais encore créer une méthode, une interface, je déclare, je fais, etc. Mais avec find by, qu'est-ce que la gueule? C'est-à-dire, vous pouvez penser à n'importe quoi dans votre application, vous dites j'ai besoin d'une méthode. Je l'utilise. Alors, forcément, ça c'est une habilité, à mon avis, si vous utilisez des frameworks, n'importe lesquels, exigez ce genre de choses. Vous allez vers Laravel. Alors, vous trouverez que Laravel, il a fait quelque chose comme ça. Il faut l'utiliser. Vous allez vers Symfony, vous dites, Symfony n'a pas prévu le pattern, etc. Donc, Spring Data Array, c'est un module qui est dans Spring. Quand vous utilisez un framework, cherchez l'équivalence. J'ai parlé tout à l'heure en Node.js. Si vous sortez Nest.js, pour cela j'ai parlé. Si vous Nest.js, Node.js, vous allez trouver ça. Trouvez presque la même chose. Alors, c'est-à-dire que les frameworks s'acharnent toujours parce que Spring, comme je disais, il fait des choses. Parce que si vous avez ça, c'est pas maintenant, ça fait 5 ans plus que ça. Mais maintenant, Spring, si vous voyez ce qu'il y a dans Spring maintenant, il y a des choses que c'est le futur, il est déjà dans Spring. Mais dans les autres frameworks, c'est toujours. Bon, ça, c'est mon avis. Parce que moi, j'ai la chance de côtoyer un petit peu l'évolution de Spring depuis sa version 1. Jusqu'à cette version 5. Et j'ai travaillé avec PHP. J'ai même commencé à développer l'ASP 1.0. J'ai commencé à développer le web avec l'ASP. Après, je suis passé à PHP. Je suis passé à J2E. Après, j'ai utilisé Node.js. J'ai basculé. Mais j'ai en fait tout ça. Et à un moment donné, je sais ce qui se passe. Et je sais que l'écosystème des frameworks, comment il a évolué. Donc, le fait, c'est pour cela que je vous dis, quelqu'un qui travaille avec Spring à fond, il ne va pas le regretter. Parce que même s'il ne va pas travailler avec l'architecture J2E dans son projet, il va basculer vers Node.js ou là dans une technologie, et vous avez des arguments.
C'est très simple. Je vous garantis que quand vous terminez ce TP-là, vous allez utiliser Nest.js, par exemple, comme framework dans Node.js. Vous allez passer même pas une demi-journée, vous allez monter votre application. Parce que la logique de programmation, elle est déjà définie à ce niveau-là. Ok? Alors, ici, donc, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, moi, je vais préférer plutôt d'utiliser find by. Tant que find by, il me donne, je peux résoudre le problème avec find by, donc je garde la solution. Voilà, alors ça, c'est quelques méthodes. Alors, maintenant, je vais passer à la première partie donc, de la partie front-end de mon application. Je vais commencer donc à afficher mon catalogue de produits. Alors pour cela, donc, je veux chercher, donc je vais utiliser encore ces products by keyword. Keyword, ok? Alors dans ce cas-là, il faut mettre point d'interrogation. Alors ici, donc alors là, par contre, j'ai oublié quelque chose. Ici, add MC, je lui donne param. La notation param. MC. Parce que c'est ce param que vous allez utiliser dans plutôt dans la requête au niveau de l'URL. C'est-à-dire au niveau de l'URL, je vais mettre ici quoi? C'est param égale, par exemple, A. Alors je vais utiliser XE. XE. Comment? Avec qui contains. Contains, il l'inclut. Donc c'est atteint. Avec contains, c'est contient. Avec faire un pourcentage avant. Hein? Alors ici, donc vous avez product search, product by keyword. Bon, ça c'est forcément point MC égale X. Voilà. Égale à X. Bah, si je mets X3, ça devrait marcher. Ça marche. Pas de problème. Alors je mets NX. 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 Vous avez les choses. Alors, c'est-à-dire que l'équipe qui travaille en front-end, vous allez leur donner du travail à faire au bout de chaque 15 minutes, vous allez dire, il y a du travail à faire. Okay. Alors, ça, c'est en fait, on va dire, donc j'ai choisi en fait le chemin le plus court pour mettre en place quelque chose qui marche bien. Et croyez-moi que comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser GAppster pour générer le code. À un moment donné, vous le faites vous-même et vous allez voir que vous pouvez aller aussi vite qu'un générateur de code. En tout cas, pour la partie backend, vous n'avez pas besoin. Si vous utilisez un outil qui génère le code pour la partie backend, c'est que vous perdez du temps. Pourquoi? Parce que généralement, déjà, quand vous générez des codes, il ne faut pas oublier qu'il faut maîtriser un peu la structure parce que quand vous allez faire les modifications, il faut s'insérer dans la même logique de l'outil. Et en même temps, parfois, il se trouve que l'outil, du moment qu'il utilise des trucs génériques pour généraliser, donc parfois il vous génère beaucoup de code qu'il en faut. Alors qu'en réalité, ici, donc, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez, ça, c'est vous maîtrisez la chose. Vous dites, même quand vous avez un outil qui vous génère du code, vous dites, oui, je vais l'utiliser, mais je regarde le code qu'il génère. Alors, il y a de bonnes choses, il y a parfois des choses qui ne font pas bien. Il ne faut pas faire confiance toujours à 100%, mais vous regardez, il y a cet esprit de critique.